Binge Audio. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, ici nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs. Et donc vous le savez aussi, dans Kiffe ta race, on adore parler d'intersectionnalité. Pour nous, il s'agit de croiser les questions raciales avec celles de genre. On a déjà évoqué dans plusieurs épisodes la manière dont les femmes minoritaires sont hypersexualisées et dont leurs faits et gestes sont stigmatisés. Parmi elles, la figure de la femme originaire du nord de l'Afrique, plus communément appelée le Maghreb. Affublée de termes réducteurs, représentante d'une culture tantôt perçue comme arriérée, tantôt fustigée comme vulgaire, les femmes maghrébines font l'objet de multiples fantasmes que nous allons explorer aujourd'hui. Et pour en parler avec nous, nous avons invité Lisa Boutelja. Salut Lisa. Salut Bonjour Lisa. Grace, bonjour Rokhaya, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Tu es actrice et artiste, très active sur Instagram. Tu crées des images mêlant mode, culture pop et second degré. On t'a aussi vu dernièrement dans Tu mérites un amour, le film de Afsia Herzi de 2019, nommé à la Semaine de la critique à Cannes, et dans La Grande Nuit, 2020, un court-métrage de Sharon Hakim qui a remporté le prix du meilleur court-métrage à Cabourg en juillet dernier. Alors tu le sais peut-être Lisa, dans Kiffe ta race, nous avons un rituel. Nous demandons à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, Grace est une femme asiatique et moi je suis perçue comme une femme noire. Est-ce que toi tu te définis et si oui, comment ? Alors, moi je me définis en tant que femme française d'origine algérienne. Voilà, donc passeport rouge, passeport vert, voilà. Moi j'aime pas trop le mot arabe parce que c'est assez inexact parce que nous sommes des descendants des berbères, en grande majorité. Et maghrébine non plus, ça me dérange un petit peu comme terme. Donc en général, j'aime bien me définir en tant que nord-africaine. Et il y a aussi une petite rectification que j'aimerais faire, c'est que ça me dérange aussi beaucoup descendants d'immigrés, notamment descendants d'immigrés de première, deuxième, troisième génération. Parce que, en fait, notre histoire avec la France ne débute pas au moment où on est arrivé en France. Ma famille, par exemple, est arrivée pendant l'Algérie française. Donc, du coup, je suis plutôt une descendante d'une deuxième génération de colonie, quoi. Donc, tu préfères te définir par rapport à la colonisation plutôt que par rapport à l'immigration, c'est ça ou pas parti ou c'est... Ouais, descendante de colonisés. D'accord, voilà. Très bien, c'est beaucoup plus clair parce qu'en fait, c'est court-circuiter les récits familiaux et les récits historiques, en fait, finalement. Oui, effectivement, de commencer à l'immigration. Et c'est voir nos parents à travers uniquement le prisme d'une immigration qu'ils ont pour la plupart subie. C'est ça. Voilà. Oui, je comprends. Ouais, sur le terme arabe, tu n'es pas la seule, effectivement, parce qu'il y a une confusion entre la langue, en fait, et l'identité ethnique. Et c'est vrai que voilà, le fait d'appeler les gens qui sont originaires d'Afrique du Nord des Arabes, c'est aussi ne tenir compte que d'une vague coloniale, alors même qu'il y a des identités ethniques et linguistiques qui sont variées en Afrique du Nord. Mais ça, c'est tout un débat. Même l'appellation du Maghreb, c'est encore une fois... très complexe. Enfin, la définition des différents pays africains, c'est complexe, mais merci pour ta propre définition que tu nous proposes. Et est-ce que ça a toujours été comme ça ? C'est une identité dont tu te réclames depuis tout le temps ? Ou est-ce qu'il y a eu un moment qui a déclenché où tu as eu une prise de conscience ? Alors, disons que, comment mon identité s'est construite, donc moi, je suis née en province, donc, le racisme est particulièrement virulent en province, donc, un peu comme tout le monde, j'ai eu le racisme ordinaire, les petits noms d'oiseaux, les choses comme ça. Tu venais des Vosges, c'est ça ? Voilà, des Vosges, exactement. Et du coup, finalement, la violence n'était pas tellement la plus intense à ce moment-là, dans ma construction en tant que jeune femme d'origine nord-africaine. C'était plutôt de me rendre compte de mon identité et de déconstruire cette identité-là, quand je suis arrivée plutôt à l'âge adulte, à la vingtaine, notamment, je me souviendrai toujours du jour où j'ai ouvert un album de famille. Donc j'avais peut-être 21-22 ans, maintenant j'en ai 25, mais c'était il y a quelques années du coup. Et j'ai découvert ma grand-mère en guenilles, pieds nus, portant un bébé blanc avec des beaux souliers vernis. Et elle avait à peine 12 ans sur la photo. Et en fait, elle était servante dans une famille de colons pendant l'Algérie française. Et c'est vrai que tout de suite, en fait, ça te met en miroir avec tout ce qu'on t'a toujours appris à l'école, c'est-à-dire que les Français ils sont venus en Afrique pour apporter le savoir, pour apporter la langue, la religion et des bonnes choses. Et finalement, toute cette violence et tous ces récits familiaux, ils n'ont pas cette place là-dedans. Et c'est une espèce de schizophrénie dans laquelle beaucoup de jeunes de ma génération vivent, et des générations précédentes aussi.
Et je pense qu'elle est vraiment là, la violence, c'est de se construire à la fois dans le regard de l'autre et à la fois dans cette espèce de schizophrénie qu'on a perpétuellement, en fait. C'est ce que tu disais d'ailleurs dans l'interview que j'ai lue. Tu dis mon identité s'est construite dans la violence du regard de l'autre. Et c'est comme ça en fait que tu t'es découverte dans le regard des gens, cette identité qu'on t'attribue en France. Bien sûr. Enfin, on n'est pas arabe, on est humain, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu bête à dire, mais c'est vrai, quoi. Voilà. Mais des fois, il faut rappeler l'évidence. Parce que... Non, mais parce ça ne va pas de soi pour tout le monde. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, par exemple, ah, mais se situer sur le plan racial, c'est hyper raciste, on est tous des humains, on est tous... Mais en fait, c'est pas... C'est un luxe. On se lève pas en se disant, ah, c'est super, je suis une femme asiatique. On se lève déjà, on pense pas à qui on est quand on se lève. Bien sûr. L'identité qu'on a construite, elle se fait au fil du temps et, comme tu dis, dans le regard de l'autre. Et c'est souvent violent quand on n'est pas dans la norme, dans la majorité, et qu'on subit ce regard qui nous façonne, en fait. Et donc, on a mentionné que tu es originaire des Vosges. Moi, je connais que donc le bonbon, qui, à mon avis, n'est même pas des Vosges. La Vosgienne. Le truc avec des petites pattes de canard dedans. Tu vois. Alors là, je ne sais même pas si ça vient des Vosges, en réalité. Ah mince, peut-être que ça n'existe plus. Excusez-moi. Tu as un parcours atypique. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce qui t'a mené là ? Tu travailles dans la mode, tu es actrice. Est-ce que c'était quelque chose auquel tu te prédestinais quand tu vivais dans ta famille ? Alors, donc, moi, j'ai grandi, en fait, avec des rêves. Enfin, je viens d'un milieu populaire. On est isolé aussi de manière géographique, c'est-à-dire que on est dans une ville de 20 000 habitants, dans une vallée dans les Vosges. Enfin, rêver, c'était ma seule quête d'espoir, on va dire. Et ouais, donc je suis l'aînée de ma famille. Voilà, milieu populaire, etc. Donc du coup, en fait, moi, je voulais absolument m'affranchir de cette condition dès le départ, avec des rêves toujours plus grands, toujours. Moi, je voulais toujours, depuis que je suis petite, m'habiller, pouvoir travailler dans la mode, pouvoir être quelqu'un, en fait, exister. Et en fait, donc j'ai su direct qu'il fallait que je travaille plus que les autres, parce que si j'arrive à Paris en disant j'ai envie de travailler dans la mode, personne ne va me calculer, personne ne va me donner l'heure, clairement. Donc je me suis dit, il faut que je vive. Tu connais bien Paris. Clairement. Donc je me suis dit, il faut que je fasse la meilleure école. Du coup, c'est comme ça que j'ai atterri à la Saint-Martin's à Londres. Donc j'ai vraiment tout fait pour... Qui est vraiment la meilleure école de mode au monde, oui, une des plus prestigieuses. Je me suis dit, avec ça, je mets ça sur mon CV, c'est un passeport direct pour Paris, en tout cas j'espérais, et c'était le cas. On m'a validé quand on voyait que je venais de cette école. Mais en fait, en débarquant à Paris après cette école-là, après être diplômée, c'est que je me suis rendu compte à quel point, c'est quelque chose dont je ne savais pas vraiment, j'en avais pas conscience avant, à quel point c'est un milieu blanc, bourgeois et très codifié, et des codes dans lesquels je n'avais pas grandi, des codes que je n'avais pas finalement. Et je me sentais très mal à l'aise dans beaucoup de situations, et de manière un peu épidermique. C'est aussi un peu comme ça que j'ai commencé à mettre mes looks sur Instagram, à vouloir m'affirmer, affirmer mon identité, affirmer mon look. C'est comme ça que j'ai créé mon Instagram, que j'ai commencé à me dire, tiens, et si je mixais un peu des éléments qui sont propres à moi, à la culture dans laquelle j'ai grandi, à la culture pop dans laquelle j'ai grandi aussi, en mixant par exemple une écharpe Algérie avec du Chanel que je pouvais avoir dans les shootings parce que je travaillais dans des magazines, en mettant une chicha soudainement dans la neige pour créer une image mode, mais pas comme on le voit, parce que c'est vrai que des chichas dans une image mode, on n'en voyait pas trop avant. C'est clair. Et c'est un peu comme ça que j'ai un peu attiré l'attention, que j'ai commencé à faire ce travail-là, du coup. On parlera plus en détail de ton travail, de la manière justement dont tu mets en scène ces identités, ces appartenances multiples. Alors dans une interview pour le magazine Antidote, tu dis que le manque de représentation est un tueur de vocation. Est-ce que tu manquais de modèles étant enfant ? Et quel effet tu penses se produire justement aujourd'hui sur les plus jeunes ? Et quel effet ça avait sur toi, le manque de représentation, si c'était le cas ? Bien sûr. Alors, le manque de représentation est un tueur de vocation parce que si on ne le voit pas, on ne peut pas s'imaginer l'être, en fait. C'est-à-dire que, en grandissant, certes, il y avait des chanteuses d'origine maghrébine, beaucoup, d'origine nord-africaine. Il y avait... il n'y avait pas vraiment de figure il n'y avait pas de grande variété. Et puis, les mecs, ils étaient footballeurs ou humoristes. C'était beaucoup de mal à s'identifier. Moi, mes stars, c'était Rihanna, c'était Beyoncé. Heureusement qu'elles étaient là, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'à la télé... c'est vrai que dans la mode spécifiquement, il y a vraiment une absence totale des femmes arabes, des femmes orientales, je sais pas comment, tous ces mots-là. Aussi bien comme créatrice qu'il y a Bouchra Jarrar, mais c'est vrai qu'on peut pas en citer beaucoup. Aussi bien comme créatrice que comme mannequin. Il y a Farida Khelfa aussi à l'époque, mais bien c'est sûr. Vrai que c'est quelques noms. Après, la mode, c'est très spécifique parce que, en fait, finalement, l'arabe, elle est... l'arabe de France, c'est-à-dire l'algérienne, la marocaine, la tunisienne, du Maghreb, elle est vue comme l'arabe pauvre. Et comme, on vend au pays du Golfe, la saoudienne, elle n'a pas envie d'aller acheter l'image de l'arabe de France, quoi. C'est aussi pour ça qu'on ne met pas d'arabe dans les campagnes, etc. Ce qu'ils veulent, c'est la parisienne, c'est la France, quoi. C'est la France comme on l'exporte à l'étranger. Ça, c'est intéressant parce que, tu sais, moi, j'ai noté, par rapport aux chinoises, aux femmes chinoises, aux mannequins chinoises,
une émergence en fait d'égérie asiatique dans les marques, alors que quand moi j'ai grandi, il y avait clairement pas du tout de mannequins chinoises, estampillées est-asiatiques, parce que je pense que même en Asie, quand j'allais en Asie, les magazines que je pouvais voir, c'était aussi beaucoup de blanches. Pas forcément une majorité, mais il y en avait quand même beaucoup. Et évidemment, le luxe, ça c'était le golf, mais je pense que la Chine est aussi un énorme marché pour le luxe. Bien sûr. Et il y a une relation qui est différente d'avec les pays du Golfe, tu vois, parce que on met un peu des femmes longilignes, alors avec vraiment des codes très très proches des femmes blanches, hein, mais juste elles sont asiatiques de visage. Elles sont grandes, elles sont fines, très très fines. La peau très blanche aussi, très très claire par rapport à d'autres personnes asiatiques du continent. Mais c'est vrai que ça, je ne l'ai pas remarqué par rapport aux femmes arabes, ou sinon des femmes arabes, tu sais, c'est un peu comme les sœurs Hadid, tu sais. Oui. Ah oui, oui. Donc elles ont une partie d'elles leur père, je crois, est d'origine quelque Palestinienne. Part. Voilà. Bon, ils ont un white passing de dingue, donc en fait, ça Oui, se voit pas du tout, c'est-à-dire quoi. si elle n'avait pas le nom, on ne pourrait pas l'identifier, quoi. Mais effectivement, je citais à l'instant Farida Khelfa, qui a vraiment émergé dans les années 80, qui exerce toujours et qui est magnifique. Mais elle, c'était vraiment après la marche pour l'égalité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu tout d'un coup cette marche qui a été rebaptisée Marche des Beurs, et tout d'un coup, on a eu aussi cette envie de voir des visages de la France qui étaient dans la rue, etc. Et c'est vrai qu'elle, c'est vraiment une pionnière, pour le coup, qui exerce encore. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a du mal en France à vraiment... je sais pas, faire émerger une figure féminine qui soit vraiment un référent en termes de beauté. Après, il y a les actrices qui vont être gérées, comme Leila Bekti ou Rachida Brakni, mais mannequin en tant que tel, c'est beaucoup un plus vrai rare. problème. Ouais. Pourtant, ça manque pas, hein, des jolies femmes d'origine nord-africaine, il y en a plein dans la rue. Enfin, je veux dire, ça court les rues, quoi. Bah, pour le coup, en France, oui. Donc, je veux dire, c'est vraiment un pays où elles sont très, très nombreuses. Et du coup, c'est vrai que cette question de représentation, c'est important. Et donc toi, ça t'a pas empêché de rêver, mais tu as dû t'identifier à des personnes qui te ressemblaient pas. Aujourd'hui, l'impact que tu peux avoir sur les générations futures, c'est quelque chose qui te motive. Et est-ce que tu as entendu parler de ce mouvement dans les lycées récemment, le mouvement du 14 septembre, le hashtag lundi 14 septembre, et balance ton bahut, pour revendiquer le droit de porter ce qu'elles veulent. C'est une liberté que toi, tu affiches totalement dans ton travail, le fait de pouvoir être qui tu es, sans concession, à part vraiment ce que tu prônes. Est-ce que tu as suivi ça, le fait de ces jeunes femmes? Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui dit qu'il faut porter des tenues normales. Voire des tenues républicaines. Et avec ça, on se souvient de la collégienne de 15 ans qui était scolarisée à Charleville-Mézières, qui avait été interdite de cours au motif qu'elle portait une jupe trop longue, une jupe noire trop longue. Ça, c'était en 2015. C'est arrivé à plusieurs reprises. Oui, ça arrivé à plusieurs reprises. Ouais. Charleville-Mézières, je crois que c'était il y a quelques années déjà. Oui, c'était ça, ouais. Parce qu'elle ne respectait pas la fameuse loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école publique. Donc, en fait, c'est l'interprétation de cette loi qui a été mobilisée, parce que est-ce qu'une jupe longue peut être interprétée comme un signe religieux Ça dépend. Es-tu musulmane ou non? Ah bah, c'est sûr que... Présumé ou pas? Moi, c'est bon, je peux en porter. C'est ça, voilà. Est-ce qu'on présume que ta jupe a quelque chose à voir avec ta religion, et auquel cas, certaines jupes vont être considérées comme religieuses et d'autres non? Il y avait eu un problème aussi avec une jeune fille. Toi, par exemple, aujourd'hui... Ouais, c'est ça, là, je suis en tenue islamique. Mais j'ai la tête découverte. Est-ce que ça passe? Limite, mais c'est vrai, attention. alors que toi, Lisa, ça va tuer vraiment. Alors, t'es pas républicaine, mais. Elle a un crop top. Elle a un crop top, attention. Une jupe. Oups. Mais c'est pas religieux. Après, moi, je suis totalement pour que les meufs, elles puissent mettre ce qu'elles veulent, quoi. Mais en fait, le problème, et là, ça rentre en compte dans l'intersectionnalité de mon identité, c'est-à-dire que pour moi, en fait, le droit de vouloir mettre des mini-jupes, en fait, ça rentrerait presque dans un truc d'émancipation sexuelle, donc j'ai pas envie de faire partie, parce qu'en fait, on est hyper sexualisées, nous, les femmes d'origine maghrébine, et de dire que j'ai envie de mettre des mini-jupes et c'est ça qui va me libérer, non. Clairement pas, en fait. Parce que c'est une binarité aussi contre laquelle je lutte. C'est-à-dire qu'il y a la binarité de la femme voilée qui serait dangereuse pour la République, et la femme, la beurette, le cliché de la beurette qui serait du coup hyper sexualisée, une catégorie porno. Et voilà. Et en fait, moi, je ne veux pas faire partie de cette binarité, parce que rien que de par mon identité complexe, c'est impossible. Et on est toutes dans le cas là. C'est-à-dire que penser qu'on est soit la beurette, soit la voilée, c'est encore penser ce truc hyper colonial qui est de penser qu'on est interchangeable, alors qu'on a une pluralité de parcours, de vie, d'identité. Enfin, voilà. Et tu parles justement des vêtements comme d'outils pour s'affranchir de la honte sociale ou t'approprier ton corps de femme. Est-ce que tu peux dire ce qui a nourri cette démarche-là, et à quel moment tu as compris que les vêtements pouvaient avoir cette fonction sociale? Disons en fait que
Oui, donc tu l'as dit, c'est-à-dire que moi, plutôt quand j'étais jeune, j'ai été confrontée à plusieurs milieux. Au début, j'étais dans un collège avec des gens plutôt de classe populaire, et ensuite j'ai changé, j'étais dans un lycée privé. Et là, j'étais confrontée du coup à des gens riches. Donc du coup, clairement, pour moi, les vêtements, c'était un peu un moyen de m'affranchir de la honte sociale et de dire que, voilà, je peux être habillée pour 15 balles, mais je vais flex et je vais slay et tout va... Et voilà. Et, on peut et comment rien tu dire. faisais du coup en étant lycéenne pour justement, parce que c'est vrai qu'a priori, c'est pas le moment de sa vie où on a le plus d'argent. Moi, je farfouillais partout. Hein. J'allais dans les fripes. Je passais ma vie à faire ça, à chiner sur le net, etc. Je passais vraiment ma vie à faire ça. C'était ma passion, donc clairement, c'était pas du temps perdu. Mais ouais, mais en fait, je pense que, en tant que femme, on est élevé dans l'idée en fait que notre propre corps, le simple fait d'être une femme et d'avoir une enveloppe corporelle féminine, ça peut nous mettre en danger. Et le simple fait que de sortir dans la rue, il faut faire attention à ce qu'on met, à nos comportements, à pas parler trop fort, à pas mettre de mini-jupe, voilà. Et donc voilà. Et du coup, le vêtement pour toi, c'était une manière de un petit peu conjurer ces injonctions qu'on fait aux femmes de pas se mettre en danger du simple fait de leur corps. Bien sûr, mais c'est une arme en fait. Et voilà. Non, mais... Mais tu as évoqué justement un terme dont on voudrait parler à l'instant. Oui, tu as dit le terme beurette, qui est un terme chargé. Et donc, tu as même été plus loin parce que tu as créé le terme beurettocratie, qui est donc le gouvernement des beurettes, par les beurettes. Ouais. Je sais pas comment. On en parlera à la fin. C'est hyper... Donc, il y a beaucoup de... Donc, ce mot beurette, c'est un terme qui est péjoratif pour la plupart du temps quand c'est une insulte. Qu'on appelle une femme une beurette, ça peut pas être un compliment. C'est une chose qu'on a récoltée de témoignages de personnes. Donc, c'est un concept qui est au croisement de fantasmes et d'oppression raciste postcoloniale, orientaliste, sexiste. C'est ce qui cristallise tout ce qui angoisse la France. Et toi, tu l'as dit, que ça participe de cette hypersexualisation, de l'érotisation du corps des femmes non blanches, le fait de les considérer comme étant accessibles par rapport à cet imaginaire colonial, de la prostitution coloniale, le fait de ne pas être derrière les moucharabia, mais d'être dans la sphère qui est accessible aux blancs. Et donc, la beurette, elle cristallise cet imaginaire-là. Toi, justement, est-ce que ça te dérange qu'on l'utilise ? Ah, clairement. C'est-à-dire que, pour moi, le mot beurette, c'est une réappropriation. Donc, c'est la réappropriation d'une insulte. Mais c'est clairement pas une revendication de dire « je suis une beurette », etc. Non, c'est un mot extrêmement violent. Et malgré toutes ces belles images, ces images drôles, ces captions sur Instagram, on pleure des larmes de sang, en vrai, parce que c'est très, très grave. Enfin, ça vient d'une histoire très, très, très douloureuse, ce mot. Et quand est-ce que tu l'as entendu pour la première fois et quel effet ça t'a fait ? Alors là, la première fois, mais je pense qu'on l'a presque toujours entendu à l'adolescence. Enfin, moi, je fais partie de cette génération où ça ne veut pas dire, comme des personnes qui sont peut-être un peu plus vieilles que moi, simplement jeune fille... le féminin de beurre, quoi. Nous, c'était vraiment clairement une insulte dès le départ. C'est-à-dire que c'était directement connoté hypersexualisé, fille de mauvais genre. Voilà, clairement. Mais du coup, la question que je me pose, c'est que, tu vois, il y a ce mot pour désigner les personnes noires nègres que, en fait, les Noirs ne veulent pas entendre dire par d'autres personnes. Est-ce que nous, qui ne sommes pas d'origine nord-africaine, on peut utiliser ce mot ? Puisque c'est un mot qui a une charge injurieuse. Et du coup, moi, c'est vrai que je ne sais pas trop dans quelle mesure on peut l'employer comme ça, ou est-ce que, du coup, il y a des revendications de jeunes femmes qui sont originaires du nord de l'Afrique, de dire c'est un mot qu'on peut utiliser, nous, et mobiliser, mais les autres sont priés de ne pas l'employer de la même manière. Je suis absolument pour ça. C'est-à-dire que c'est un mot qu'on peut utiliser, déconstruire, parce qu'il nous appartient. Enfin, voilà, se réapproprier cette insulte, c'est se réapproprier cette violence aussi, de la déconstruire et d'en faire de la résilience. Et moi, je suis totalement contre qu'une personne qui ne soit pas d'origine nord-africaine, même un homme d'ailleurs, l'utilise pour nous nommer, quoi. Et justement, on parlait de ça, la France a une longue histoire d'oppression du corps des femmes indigènes au temps des colonies et des femmes qui sont originaires du nord de l'Afrique et des femmes musulmanes. De l'orientalisme du 19e siècle aux cérémonies de dévoilement qui ont été pratiquées par les femmes de généraux en Algérie jusqu'aux débats actuels où beaucoup de femmes musulmanes qui sont pour la plupart de celles qui sont visibles dans l'espace public d'origine nord-africaine. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette filiation de débats qui finalement... mobilise à chaque fois des clichés autour du corps de la femme originaire du nord de l'Afrique ? En fait, ce qui est très drôle avec ce corps de femme-là, ce corps de femme indigène, en fait, c'est que ça a été un instrument pour les colons d'humiliation et d'émasculation du peuple colonisé. Et c'était vu aussi un peu, limite, le dernier bastion à conquérir pour les colons, quoi. Et quel lien tu fais en fait entre justement dans cette histoire-là et toi comment tu te places justement dans cette histoire de continuum colonial et de quelle manière tu essaies de le déconstruire avec ton travail ? Disons en fait que cette hypersexualisation que nous, femmes de ma génération, on subit, elle est issue d'une très très longue histoire coloniale.
d'hypersexualisation et de fétichisation et d'objectification du corps de femmes nord-africaines, de corps de femmes colonisées. Et en fait, c'est une histoire qui est très peu connue. C'est une histoire qui commence seulement à être un petit peu popularisée, et parce que c'est pas quelque chose qu'on enseigne, bien sûr, dans les livres scolaires. Mais c'est essentiel, je pense, de la connaître pour se construire en tant que femme, parce que c'est vrai que quand Beurette est une des premières recherches porno, on peut aussi se poser cette question, mais pourquoi en fait ? C'est important de savoir pourquoi et d'où ça vient, et tous ces clichés que nous toutes on rencontre dans la vie quotidienne. Et comment tu analyses tous les débats qu'il peut y avoir aujourd'hui justement sur notamment le port du foulard par les femmes musulmanes, même si femmes musulmanes et femmes nord-africaines ne sont pas synonymes, mais dans l'imaginaire collectif, c'est ce les gens pensent immédiatement aux femmes d'origine nord-africaine quand ils pensent aux femmes qui portent le foulard, et cette volonté de leur enlever, à travers les débats, comment tu l'associes justement à ta réflexion sur cette situation ? Ça rappelle clairement déjà la manière dont on traite les femmes voilées, ça rappelle clairement les cérémonies de dévoilement d'époque coloniale. Donc c'était des cérémonies qui étaient organisées sur la place publique en Algérie par les femmes de généraux, où en fait on demandait à des femmes algériennes, en fait on les dévoilait sur la place publique comme signe d'évolution positive, quoi, vers la civilisation entre guillemets. Mais en fait, moi je trouve ça que c'est clairement en fait passer d'un patriarcat à un autre, c'est-à-dire que de dire en fait c'est passer de la tutelle, selon l'imaginaire du dominant blanc, ce serait passer de la tutelle du père à passer à la tutelle de l'État presque en fait. Mais en fait, jamais les femmes pourront faire ce qu'elles veulent, quoi. Elles seront jamais libérées, quoi. Ça, c'est une injonction qui est encore très forte sur les femmes maghrébines, nord-africaines de manière générale, cette idée qu'elles sont opprimées et qu'elles sont, tu parlais de patriarcat, donc elles sont opprimées d'abord dans leur foyer par leur père et leurs frères qui les maintiennent sous un espèce de joug, un carcan, et ça, c'est une idée qui est très forte chez nous. Est-ce que toi, cette idée-là, on t'a parlé de ton père ou de ton frère, je ne sais pas si t'as un frère ou des frères, mais est-ce que c'est quelque chose on t'a projeté ? On t'a dit libère-toi. Ah, clairement. Après, moi, je suis pas du tout dans ce cliché où je suis opprimée par mon père ni par mon frère. J'étais indépendante très vite. Je suis très libre de faire ce que je veux. J'ai cette chance-là. Mais clairement, j'ai énormément de copines qui sont pas du tout dans ce cliché-là. C'est un cliché total. C'était de dire qu'on pourrait même pas penser par notre propre... qu'on n'aurait pas de libre arbitre. Avec une poignée de femmes des banlieues, Fadela Amara lance, au printemps 2002, un appel dénonçant le machisme et les violences masculines. Quelques mois plus tard, la marche des femmes contre le ghetto et pour l'égalité démarre. Elle s'achève à Paris, le 8 mars 2003, en rassemblant plus de 30 000 personnes. Avec des comités dans toute la France, Ni pute ni soumise est un mouvement citoyen qui lutte pour les valeurs républicaines et qui s'est imposé sur la scène nationale et internationale. Fadela Amara en est aujourd'hui la présidente. Voilà la maison des potes. Donc, et là, ici, par contre, c'est là où tout a commencé. Voilà. C'est historique ici. Hein. C'est d'ici qu'est parti, je dirais, ce qui est devenu le mouvement Ni pute ni soumise. Hein. C'est là qu'on a accueilli des filles qui étaient en difficulté. C'est là où on a pensé comment on allait mettre en place un projet justement qui mette en mouvement des femmes et des filles des cités pour lutter contre le machisme dans les quartiers. Alors, l'association Ni pute ni soumise a énormément fait parler d'elle au début des années 2000. C'est une association qui est née dans les quartiers populaires. Donc, ce qu'on a entendu, c'est l'extrait d'un documentaire qui leur a été consacré. Fadela Amara, à l'époque, en était présidente avant de devenir ministre ou secrétaire d'État, je crois, sous Nicolas Sarkozy. Et pour moi, c'est le début de la rhétorique misérabiliste et anti-foulard qui désignait les femmes d'origine maghrébine comme étant des femmes sous tutelle, sous une tutelle particulière, c'est-à-dire que les femmes françaises sont dominées par le patriarcat général, mais les femmes maghrébines, ou d'origine nord-africaine, puisque c'est le terme que tu préfères, ou musulmanes, seraient sous la tutelle d'un sexisme très particulier qui n'aurait lieu que dans les quartiers populaires. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu l'idée d'un sexisme en fait à part, dont il fallait libérer ces femmes. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'à l'époque, même la droite était féministe, c'est-à-dire que tout le monde voulait absolument libérer ces femmes du machisme de leurs frères, de leurs pères, mais il n'y avait plus de réflexion en fait sur l'ensemble du sexisme qui traversait pourtant toute la société. Toi, je pense que tu étais extrêmement jeune, que tu ne dois pas t'en souvenir, mais comment tu analyses justement cette rhétorique qui a émergé au début des années 2000 ? Alors, je trouve que Ni pute ni soumise ont fait énormément de mal.
plus de mal que de bien d'ailleurs. Bon, la cause de départ, donc, qui était la jeune Sohan qui avait été immolée, c'est ça? Ouais. Sohan, qui avait été immolée par un homme. Certes, c'est une cause juste et qu'il faut défendre à tout prix. Bien sûr. Mais de diaboliser, encore une fois, jouer le jeu du colon, de diaboliser l'homme nord-africain, l'homme colonisé, l'homme indigène, enfin, ça va pas ou quoi, enfin... Et puis maintenant, on se rend compte que ça stigmatisait aussi le travail du sexe, parce que du coup, on se rend compte aujourd'hui que y a toute une réflexion qui est plus visible sur la question de personnes qui sont volontairement travailleuses du sexe. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Ni Pute Ni Soumise a beaucoup entretenu l'idée qu'il y avait une violence vraiment intrinsèque aux communautés arabo-musulmanes et qu'il fallait absolument débarrasser la société française. Et pour moi, ça a vraiment été le début. Et Ni Pute Ni Soumise a été aussi beaucoup utilisé pour... le discours anti-foulard de la part de musulmans. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que le nom qu'elles avaient choisi initialement, c'était ni violée ni voilée. Et elles ont changé d'avis, mais que, oh my God. On l'a quand même échappé belle. C'est vraiment, voilà, je veux dire, un espèce de pendant qui n'a absolument rien à voir. Est-ce que toi, tu sens encore les stigmates de cette... je sais pas, de ce discours, en fait, qui était très, très présent dans les années 2000. Mais en fait, moi, personnellement, une personne comme Bassem Bakri, donc le chasseur aux sorcières les beurettes par excellence... Je connaissais pas son nom de famille, en fait. Et pour moi, en fait, c'est une conséquence indirecte du mal qu'ont fait les Ni Pute Ni Soumis. C'est-à-dire que si à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes d'origine nord-africaine qui passent leur temps à insulter leur sœur, donc c'est un fait, voilà... C'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on les a tellement fait passer pour l'homme des cités qui est violent, violeur, dealer, qui est surreprésenté dans les prisons, et sa sœur qui lui foutrait la honte parce que sa sœur, elle ferait le tapin sur les champs. Enfin, c'est clairement ça. C'est cette binarité-là aussi qui est genre l'homme violent et la sœur qu'on voudrait à tout prix faire rentrer sur le marché sexuel et le marché matrimonial. Enfin bref. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu la figure de la femme d'origine maghrébine exemplaire. C'est-à-dire qu'il y avait aussi cette femme qui était très républicaine, qui était contre le sexisme. Et contrairement à son frère qui était complètement marginal, fauteur de troubles, elle était la femme icône de la République. Enfin, on avait même à l'époque mis des visages des filles Ni Pute Ni Soumises sur le fronton du Sénat. Alors que des femmes au Sénat, il n'y en a quand même pas tant que ça. Surtout à l'époque. Et du coup, il y avait quand même cette idée aussi de la femme qui est bien, qui doit venir du bon côté en fait de la République, et l'homme qu'il faut qu'on mette de l'autre côté parce que lui, au contraire, il est violent, il est dangereux. Et je trouve que là, on a dit plusieurs fois de Jean-Michel Blanquer à ce documentaire sur les Ni Pute Ni Soumises, on mobilise le terme républicain tout le temps. Ouais. Tu sais, c'est-à-dire que je trouve que dans la symbolique, ça nourrit ce sentiment ce conflit de loyauté. Tu sais que des enfants descendants de colonisés, d'immigration, déjà nourrissent de manière assez précoce, parce que quand tu grandis en ayant un chez toi qui est différent du dehors, eh bien, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, il y a un sentiment de conflit de loyauté, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faut que je fasse un choix. Et je pense que c'est quelque chose qui... Quand on entend dans le débat public mobiliser ces termes-là, être républicain, c'est être comme ci, c'est être comme ça, être républicain, c'est porter une tenue normale, c'est ne pas porter une jupe longue, c'est pas porter une jupe courte, c'est pas porter un crop top, c'est pas porter un hijab. Il y aurait une façon d'être un bon Français citoyen, et nous, on est tout en dehors de cette... Il faut être un homme blanc, en fait. Je pense que c'est la seule solution. C'est clairement ça. Il faut être Jean-Michel Blanquer. En fait, là, tu es républicain. Et du coup, ça nourrit, comme tu dis, Lisa, tu dis que ça fait du mal, c'est que ça nourrit, en fait, ces fantasmes complètement racistes, et ça les maintient vivants dans l'espace public tout le temps. Et ce que tu disais par rapport tout à l'heure, ce que tu appelais émasculation, moi je trouve qu'on est une société très patriarcale où les hommes, en fait, les rôles des hommes sont codifiés, ils doivent s'inscrire dans une forme de domination et de conquête. Et que comme en fait, les hommes d'origine maghrébine sont absolument tout le temps placés au bas de l'échelle, attaqués, etc., on se demande dans quelle mesure ça ravive pas une volonté de s'exprimer dans une forme de justement ce que tu disais par rapport à Bassem, d'investir une forme de masculinité hyper violente, justement pour compenser en fait les stigmatisations quotidiennes et permanentes. Et du coup, quand tu dis que c'est d'une certaine manière, c'est l'enfant de post-Ni Pute Ni Soumis, c'est comme s'il avait été tellement montré du doigt que lui-même a pris à réinvestir un espèce de rôle qu'on attendait de ce qu'il est, quoi. Pour moi, c'est clairement ça. Et on a l'impression, tu le disais tout à l'heure, que l'image des femmes nord-africaines, enfin d'origine nord-africaine, est très très binaire. Soit il y a effectivement ce corps qui est couvert, et donc on veut découvrir parce qu'il se cache et qu'il est inaccessible à la bien-pensance républicaine, donc c'est un corps qui est interdit. Soit c'est la femme qui est sexuellement très active, voire qui en fait son métier, comme Zaya Dehar. Et du coup, je trouve que quand il y a des femmes qui sont dans l'espace public, je pense notamment à Rachida Dati, à l'époque où elle était ministre de la Justice, elles font l'objet de fantasmes par rapport à une sexualité qui serait particulière et atypique. Et
je me souviens de ce livre qui s'appelait Belle Amie, qui racontait l'histoire de Rachida Dati à l'aune d'une conquête de sa trajectoire sociale qu'elle aurait eue par rapport à des faveurs sexuelles qu'elle aurait accordées à X ou Y. Enfin, espèce de cliché, mais ça l'a beaucoup accompagnée dans sa trajectoire. Et c'est la première fois que j'entendais une femme politique française décrite de cette manière, d'une manière en fait aussi vile, parce que c'était vraiment très injurieux par rapport à ses compétences, même si je suis absolument pas d'accord avec ce qu'elle défend. C'est quand même une femme qui était magistrate. Et il y avait toujours cette suspicion de, en gros, elle a couché pour réussir parce que c'est ce à quoi sont bonnes uniquement les femmes d'origine nord-africaine. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est-à-dire qu'une femme même de pouvoir sera toujours réduite à son statut de, entre guillemets, beurette. Elle s'était même d'ailleurs fait appeler de la sorte par je ne sais plus qui d'ailleurs, mais elle avait reçu cette insulte. Et ça prouve clairement que, en fait, même si tu es en haut de la société, tu n'es pas épargné en fait de toutes ces représentations qu'on a. Voilà. Clairement. Ouais. Et on revient sur Zaya Dehar, parce que c'est intéressant parce qu'elle a aussi travaillé dans le milieu de la mode dans lequel tu évolues. Et donc elle a lancé une marque de lingerie de haute couture. C'était déjà il y a un certain temps. Alors je ne sais plus exactement la date, il faudrait que je regarde. Mais je l'ai lu dans le livre de Alice Pfeiffer. Elle a retracé, ça s'appelle Je ne suis pas parisienne. Ouais. Et elle retrace le défilé de Zaya, l'un des premiers défilés, enfin peut-être le premier défilé, où elle se met en scène et donc elle explique qu'il y a que le tout Paris est convié, le tout Paris vient, des grands créateurs, des gens... Et elle note dans cette histoire une certaine... comme un espèce de spectacle qui est en train de se jouer, que même quand Zaya a atteint un rêve qui est le sien d'être styliste, d'être créatrice de mode, même là, elle est encore enfermée dans ce que les gens projettent sur elle. Et donc, elle dit par exemple qu'il y a un buste en chocolat de Zaya qui est offert aux gens comme un petit goodies, quoi, et qu'en fait, il faut le lécher. Il y a marqué, il faut lécher le buste pendant le spectacle. Enfin bon, plein de choses qui sont liées à sa sensualité, qui sont liées à son être, à son corps. Et on n'est pas là du tout pour regarder un défilé et passer des commandes. On est là on est un peu là aux os, quoi, en fait. Et est-ce que toi, dans la mode, c'est quelque chose que tu as remarqué aussi dans ton travail de reléguer les gens, donc non pas à ce qu'ils font, mais ce qu'ils sont? Bien sûr, ça, je pense que ça nous suivra toute notre vie, clairement. Mais c'est vrai que Zaya, moi personnellement, je l'adore. Je trouve qu'elle est absolument fascinante. Mais c'est vrai qu'elle est adulée. Mais on ne sait jamais vraiment si c'est pour le côté un peu bête de foire ou si c'est pour le côté vraiment, elle nous touche, quoi. Enfin, moi, le milieu de la mode, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il se place. C'est peut-être un peu borderline, d'ailleurs, cette limite. Mais c'est vrai que j'ai pas mal l'impression de l'être aussi, cette bête de foire, souvent. Et c'est une étiquette que je joue d'ailleurs beaucoup. La bête de foire, je trouve ça... c'est ma manière un peu de mettre les gens en fait, face à un peu leurs incohérences, quoi. De jouer la bête de foire avant qu'on me prenne pour une, quoi. Alors l'an dernier, Xhamster a publié les mots-clés les plus utilisés en France sur les sites pornographiques. Et parmi eux, ce terme de beurette, justement, que tu dénonçais. C'est ainsi qu'apparaît le hashtag pas ta beurette. Est-ce que tu t'en souviens? Et toi, comment tu t'en es emparé de cette polémique si tu as participé? Alors, moi, clairement, je suis à fond pour ça. Nous ne sommes pas des beurettes, clairement. Enfin, vous m'appelez pas beurette. Mais ce que j'aimais bien, justement, c'est que c'était pas ta beurette. Donc, il y a vraiment le truc de on ne vous appartient pas aussi dans le hashtag. Bien sûr, parce que l'idée de la beurette, c'est de la posséder avant tout. Donc, bien sûr, non. Personne ne nous possède. Et ouais, après, il faut aller plus... Enfin, il faudrait trouver une manière pour aller plus loin. Parce qu'en fait, c'est bien beau de lutter avec des hashtags, mais à l'heure d'aujourd'hui, dans le Larousse, beurette, c'est toujours jeune fille issue de l'immigration, quoi. C'est pas insulte. Parce que c'est vrai qu'en fait, pour faire la généalogie de ce terme, en fait, c'est un dérivé de beurre qui était à la base le verlan arabe. Et donc, c'était au départ juste le féminin de ce mot-là, mais c'est devenu une insulte de nos jours. Et on va écouter un son qui montre que tout le monde n'a pas suivi l'évolution du terme. Est-ce que le mot beurette, pour vous, est raciste? Non, il est poétique. Oui, effectivement. On peut toujours voir du racisme partout. Oui. C'est poétique. Mais comme on disait Midinette à l'époque. Mais comment on fait dans nos démocraties modernes pour, que les minorités actives, qui pourrissent parfois le débat, on les ignore. Comment on fait? Oui, ça c'est une bonne question. Mais on a de la tolérance. Non, on ignore ce genre de choses. J'ai vu que 80% des Français voulait le bien-être. Et il faut aussi le bien-être des mots. Le bien-être des mots, c'est avoir
plus d'envie, de poésie que de racisme quand on parle. Oui, mais de voir le racisme là où il n'existe pas. Non, on est 4 sur ce plateau. Mais comment on fait avec ces minorités? On arrête de se laisser intimider, on demande au gouvernement d'arrêter d'encourager des associations débiles, si vous voulez, qui font commerce de cela, au gouvernement et au pouvoir public en général, et surtout, nous cessons de nous laisser intimider par cela. Et non mais là franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. L'antiracisme est en train de devenir dingue. Il appelle racisme n'importe quoi. Alors, on voit que ça déchaîne des passions. Ce débat a eu lieu l'année dernière. C'est donc vous avez reconnu cette émission qui s'appelle L'heure des pros, qui passe sur CNews et qui est animée par Pascal Praud. Et on entendait les voix de Jacques Séguéla et Elisabeth Lévy. Le rappel des faits, c'est Joséphine Ange Gardien, donc un épisode qui a été diffusé et dont le résumé était le suivant. Joséphine revient en aide à Yasmina, une jeune maghrébine qui rêve d'intégrer Privella, une grande entreprise de cosmétiques. Mais le profil de Yasmina, jeune beurette issue de banlieue, ne cadre pas avec le profil des autres candidats. Et cette description, en fait, a généré énormément de réactions négatives sur les réseaux sociaux, d'où le hashtag et d'où ce débat. Un débat, évidemment, qui se déroule entre personnes blanches. Il n'y a pas l'ombre d'une personne qui ait un lien quelconque avec le continent africain qui soit autour de la table. Et donc, personne ne voit le problème. Et on sent effectivement ce décalage avec ce que tu dis, Lisa, depuis le début de l'émission. Quelle est ton appréciation de cet échange ? Et qu'est-ce que ça te dit sur l'évolution de la France par rapport à tout ça ? Je trouve ça très drôle, donc du coup, un homme d'âge plutôt avancé nous compare à des midinettes, donc beurette qui rimerait avec midinette, mais bon, midinette, en fait, c'est quoi la destinée de ces femmes-là ? Enfin, merci pour la comparaison, c'est génial, j'ai envie d'être une midinette, c'est génial, quoi. C'est pas très valorisant. C'est pas très valorisant. Et justement, ce suffixe « être », c'est clairement la minoration, la condescendance, voire c'est la possession, en fait, le suffixe « être ». Enfin, le problème, en fait, avec cette espèce de glissement sémantique qu'il y a eu, c'est qu'en fait, à un moment donné, il va falloir changer la définition dans le dictionnaire et dire que c'est une insulte. Parce que si jamais, dans la roue, c'était écrit beurette, terme péjoratif ou insulte, cet homme-là n'aurait jamais pu dire ça sur un plateau parce qu'on lui aurait sorti la définition et point barre, c'est réglé, c'est emballé, c'est pesé. Mais là, vu que c'est pas le cas, ça pose problème. Donc, ça montre bien que les définitions du dictionnaire sont aussi une question de rapport de force. On se rappelle qu'il y a encore quelques années, la colonisation était considérée par le Larousse, me semble-t-il, comme une mise en valeur. Et il a fallu l'intervention du cran pour que la définition change. Donc ça montre bien aussi que c'est la question toujours de qui a le pouvoir d'imposer des définitions. Donc c'est un combat à mener. Puis les mots sont tellement importants. Enfin, le pouvoir des mots, c'est nécessaire. Et je trouve que par rapport aux mots, tu sais, pendant longtemps, moi, je consultais Urban Dictionary par rapport aux mots américains, parce que je ne comprenais pas. Et il y avait toujours déjà, c'est participatif, donc il y avait toujours une définition qui était hyper actuelle. Donc des mots, vraiment qui relataient l'actualité, parce que faut dire aussi que la France, le français, c'est très figé comme langue. Donc, pour que ça rentre dans le dictionnaire, il y a tout un processus de validation par des gens dans des bureaux qui voient la langue comme un outil, tu vois, français pour faire rayonner, etc. C'est quelque chose c'est un outil qui est très lié à l'institution étatique pour moi. Alors on voit au podcast Parler comme jamais. Parler comme jamais, oui. Ils ont Parler comme jamais. Laïlia Aveyron a fait un épisode sur comment on rentre dans le dictionnaire, les dictionnaires et comment et surtout les mots de lutte, parce que beurette, c'est aussi un mot qui parle d'une nomination. Et il y a beaucoup de travail qui est fait autour de beurette, donc. En fait, moi je trouve que moi je déplore en fait le côté figé de la langue, le fait que nulle part, si tu es un jeune aujourd'hui qui découvre ce mot, tu tapes sur internet, il n'y a pas Urban Dictionary à la française, il faut connaître l'Instagram de Lisa Boutelja, où il faut aller savoir où chercher pour avoir l'info, et l'info n'est pas disponible en fait. Voilà. Et on va, pour finir, essayer de parler un peu plus de ton travail. Toi, tu utilises beaucoup ce que tu appelles, pour reprendre Erving Goffman, le retournement du stigmate, ou du travail approprié, les clichés. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu mets ça en scène ? Pour moi, le retournement du stigmate, déjà, donc c'est une forme de résistance et de résilience pour moi. Parce qu'en fait, finalement, l'exagération du stéréotype, il permet d'en montrer les limites, le ridicule, et pour finalement sortir de l'essentialisation opérée par l'assignation. Donc, c'est-à-dire que, clairement, pour parler français, je prends tous ces stéréotypes, ces étiquettes complètement stupides et qui sont issues de clichés coloniaux, et j'en fais en fait une espèce d'exagération, un mix entre art, performance artistique, je prends des références culture pop, je mets ma sauce dedans, je mets de la mode, et pour en montrer les limites, tout simplement, en fait, que... Enfin, voilà.
Comme par exemple ton post, tes posts sont super drôles, acides, comme par exemple celui-là que j'ai envie de citer, qui est Barbie Fatima ne fait pas le ménage, elle nettoie les pots cassés du patriarcat. Donc comment ça te vient? Et justement, c'est intéressant parce que l'association de Fatima, ce travail subalterne qui est celui du ménage, est mal reconnu socialement, et le patriarcat plus général, comment tu arrives à, justement, en quelques formules, à justement désigner ces stigmates? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une clé. Enfin, disons que moi, je sais même pas par où je commence. En général, je commence par la photo. J'ai jamais d'idée de légende ou même d'histoire. Souvent, je vais surtout avoir une idée de mise en scène. Et c'est après, avec l'image finale, que je vais finalement trouver une interprétation qui puisse coller dans ce que j'ai envie de dire. Et je m'amuse beaucoup à le faire. Et en fait, mes posts, finalement, c'est un peu une quête viscérale de liberté. C'est-à-dire que j'incarne toutes ces facettes de ma personnalité, j'incarne un peu toutes ces causes que j'ai envie de défendre. Et d'ailleurs, c'est pas seulement que le mot beurette. J'ai souvent été très très beaucoup associée à ce mot parce que c'est très croustillant, voilà. Ça fait du clic. Mais c'est vrai que c'est clairement du féminisme intersectionnel. Je suis une femme avant d'être une beurette. Et toutes les souffrances que j'ai eues dans ma vie et toutes les traumas finalement que j'ai eu dans ma vie, ils sont surtout liés au fait que je sois une femme. Donc voilà. Et la beurrétocratie, tu peux nous en parler aussi, parce que tu utilises ce mot, donc beurrétocratie, donc la contraction entre beurette et aristocratie. Donc tu serais... C'est pas démocratie. Ah pardon, je plaisante. C'est aristocratie. Non, je plaisante. C'est clairement aristocratie. On avait bien compris. Est-ce que tu veux nous parler de ce concept? Ouais, c'est quoi ce concept? Disons en fait que c'est parti d'une photo Instagram, et j'avais un peu glissé ce mot... un peu de manière innocente en dessous d'une photo, beurrétocratie, parce que moi je fais beaucoup de jeux de mots en général sur Instagram. Et c'est vrai qu'en fait cette contraction de beurette et aristocratie, ça me faisait beaucoup rire, parce que je me suis dit, punaise, en fait on est le bas de l'échelle sociale, on morfle tout le temps, il y a plein de trucs qui nous collent à la peau, et en fait de dire que finalement on est une aristocratie, et toute cette violence que vous voulez nous projeter sur nous, toutes ces choses horribles que vous voulez projeter sur nous, finalement... ça fait de nous des reines. C'est tout simplement ça, en fait. Et en fait, ce retournement du stigmate et se réapproprier des insultes, c'est un peu aussi comparable. Bon, c'est pas du tout pareil, mais ça peut être aussi dans la même logique que, par exemple, le N-word aux États-Unis. Et aussi les mouvements queer, ils ont beaucoup fait ça. Et voilà, c'est se réapproprier ces injonctions, ces violences, tout simplement. Merci beaucoup. Ouais, moi, j'ai juste une question, Lisa, sur la réception de ton travail. Parce que, évidemment, moi, ça n'a jamais fait de doute... Comme on t'a dit avec Rokhaya, ça faisait très longtemps qu'on voulait t'inviter, qu'on n'avait pas trouvé l'occasion, donc on a créé l'occasion cette fois-ci. Il ne fait pas du tout de doute que tu es une femme féministe. Est-ce que tu as reçu dans ton travail le soutien du féminisme d'une manière générale? Parce que je vois que tu nous as envoyé des chouettes interviews de toi d'Antidote, qui est un magazine plutôt de mode, ou bien Click, qui est un média assez mainstream, mais qui quand même, c'est pas très féministe. Enfin, je veux dire, c'est plutôt même urbain, on va dire. Urbain dans le sens où, comme tu es d'origine nord-africaine, on te classe dans le côté urbain. Est-ce que les féministes t'ont soutenu? Disons que le fait d'être follow par Virginie Despentes en dit long. Donc, ça va alors. Je dirais juste ça. Par Rokhaya et par Grace. T'es validée, c'est bon. Le trio gagnant, j'ai rien à dire de plus. Tout va bien. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Lisa. C'était un plaisir et énormément de choses à dire sur ce sujet. C'est la fin de ce numéro de Kif Taras, donc avec Lisa Boutelja, actrice et artiste, que nous vous invitons à suivre sur Instagram. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange qu'on vient de mener. N'hésitez pas à suivre Lisa sur ses réseaux et à commenter ses posts. Moi, j'aime beaucoup la Kalachicha. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes choqués par Lisa Boutelja, attention, vous pouvez aussi vous exprimer. On est pour la liberté d'expression. Oui, c'est très à la mode en ce moment. Donc, n'hésitez pas. Écrivez-nous à kiftaras@binge.audio ou contactez-nous sur les différents réseaux sociaux en suivant @kiftaras sur Twitter et sur Instagram. Et aussi sur la page Facebook avec le hashtag Kiftaras partout. Kif Taras, c'est un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Adèle Italel Madani. Merci à Camille Rogache, à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec un nouveau thème. Merci Grace. Merci Rokhaya. Merci Lisa. Merci Lisa. Merci à vous.